bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Ah, j'ai une super question pour toi. Pourquoi ? Déjà, pourquoi ? Pourquoi m'avoir dit oui ? Ah. Honnêtement, ça n'a pas été très facile. C'était un peu par défi personnel. Il y avait 2 choses. Il y avait, la première chose, c'est que... Cora t'a forcé. Alors, non. Non, mais j'ai écouté tes autres podcasts que j'ai adorés et vraiment d'entendre d'autres personnes et d'autres femmes parler de ce qu'elles ont fait, de leur parcours, ça m'a vraiment inspirée. Enfin, ça m'a montré des modèles positifs. Et je me suis dit plusieurs fois, si j'avais entendu ça quand j'étais ado ou jeune fille. Parce que, il y a donc 20 ans, 30 ans, les femmes n'étaient pas sur le devant de la scène. Et moi, j'avais aucun modèle de jeune femme qui faisait de l'artisanat, tout simplement, par exemple. Ou qui avait, qui suivait vraiment, les femmes libres, je veux dire, qui faisaient ce qu'elles avaient envie de faire, professionnellement, au niveau de la famille et tout, c'était rare, quoi. Et donc, je me suis dit, si j'avais entendu ça quand j'étais plus jeune, ça m'aurait, je pense, vraiment inspirée et peut-être aidée. Donc, je me suis dit, peut-être que je peux, moi aussi, apporter mon petit témoignage. Pourquoi petit ? Ah, non, ça, c'est pas bien. Alors, c'est la deuxième raison qui m'a fait dire oui, c'est un peu le défi personnel. C'est que, oui, c'est pas facile de parler de soi. Et puis... C'est pour ça que je préfère faire parler les autres. Oui, voilà. À quand le podcast hein ? Ouais. Mais non, c'est ça. C'est aussi, moi, c'est mon chemin là de ces 2-3 dernières années, c'est prendre sa place, oser et essayer de se dire que je suis peut-être pas si insignifiante que ça. Et donc, du coup, voilà quoi. Donc voilà, c'est ce qui m'amène ici, un petit peu ces 2 côtés-là. J'aime bien l'idée. Je trouve ça très intéressant. Et vous avez toutes en fait vos particularités. Ça vous évoque toutes des choses différentes, mais de dire qu'il y a 20 ou 30 ans, t'aurais bien aimé avoir ce modèle. Ah oui, bien sûr. Moi, j'avais que des modèles masculins. J'avais pas de figure féminine, alors à suivre, pas forcément, mais simplement voir autre chose. Oui. Bon. Ok. Et si tu devais... On a oublié de se dire bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Je suis un peu bouffie, j'ai dit ce matin. Oui. C'est la chaleur. Mais c'est dans la tête. Je suis dans un brouillard cognitif, mais je pense que ça va bien se passer. Oui. Et si ça va pas, tu prends l'écran et c'est toi qui fais le podcast. Puis je te pose des questions et on fait enfin ce podcast. Si tu devais recommander ce podcast à quelqu'un, qu'est-ce que tu dis quand tu parles des NFC, enfin des Nouvelles Filles de la Campagne ? Moi, je trouve que c'est un podcast qui est inspirant. Comme je l'ai dit pour moi-même, en fait, ce qui m'a plu, c'est ça. C'est d'entendre des voix de femmes qu'on n'entend pas forcément. Ça veut dire quoi, des voix de femmes qu'on n'entend pas forcément ? En fait, c'est des gens du quotidien, des gens que tu croises dans la rue, des femmes qui ne sont pas médiatisées, en fait, qui font le quotidien. La vraie vie ? La vraie vie, c'est ça. Et parce qu'elles sont en ruralité aussi, tu penses qu'on les entend moins ? C'est possible, oui, parce que c'est vrai qu'en ville, il y a quand même plus de façons de se faire entendre, encore que c'est pas si sûr, parce que je pense que les gens, de la vraie vie, comme on dit, il faut qu'on leur tende un micro pour qu'ils s'expriment. Donc, non, je pense que c'est d'entendre des voix de femmes,
voilà, qui vont raconter leur quotidien, aussi de voir des parcours de vie. Moi, j'aime beaucoup le côté métier, découvrir un métier par le podcast, mais surtout entendre des parcours de vie, de voir comment les gens aussi y rebondissent. Parce qu'il y a quand même eu des parcours pas toujours évidents, et de voir comment on prend la vie à bras-le-corps et on a un objectif, on y va, des fois c'est pas facile et puis il y a des étapes mais on finit quand même par arriver à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite, à trouver des un solutions. équilibre. En fait, ça donne du courage. Donc c'est ça que tu dirais. Et tu le recommanderais à qui ? À quel type de personne tu le recommandes ? On va me dire à tous les dépressifs. C'est clair. Alors oui. Enfin, toutes les dépressives, tous les dépressifs. Non mais. Après c'est forcément biaisé. Partant de moi, je le recommanderais certainement à des jeunes femmes pour leur donner le courage de faire ce qu'elles ont envie de faire. Ok. Mais des jeunes femmes. Ça part de mon expérience à moi, parce qu'en fait clairement c'est un podcast que je ferai aussi écouter à mon fils par exemple peut-être dans 4-5 ans. Enfin voilà, il faut que tout le monde écoute ce podcast, que les garçons comme les filles, quel que soit l'âge, ça peut en fait apporter à tout le monde. À partir du moment où c'est un parcours de vie, moi je dirais que tout le monde va y trouver quelque chose et qui sera différent selon la personne. C'est vrai que moi j'écoute des parcours d'hommes, alors pourquoi les hommes n'écouteraient pas nos parcours de femmes ? Oui, c'est ça. Et puis c'est super intéressant d'avoir ce regard, ce double regard, parce que on peut dire que les femmes quand même connaissent peut-être mieux les parcours d'hommes, puisque ils sont médiatisés, on les entend, on les voit, on les lit, on les écoute. Et dans l'autre sens, c'est important aussi pour que si l'égalité, ça passe par ça aussi, c'est qu'on puisse tous s'écouter les uns les autres et puis construire ensemble. Donc oui, moi je pense, il faudrait le faire écouter aux jeunes garçons en fait. Je vais aller dans les écoles. Mais oui, mais tout à fait, dans les lycées. Merci. Alors écoute, qui es-tu, Hélène ? Alors Hélène, E-L-E-N. Attention. Voilà. Oui. Et si vous lui écrivez, surtout faites pas la faute, sinon vous allez. Non, non, je suis pas stressée là-dessus parce que tout le monde se trompe. Voilà. Mes parents ont voulu faire simple, c'est breton. Mais en fait c'est compliqué, je passe mon temps à les plier. Voilà. Bon après t'as que 5 lettres. 4 lettres, oui. T'as que 4 lettres. Ouais. Ça va, tu passes pas trop de temps à les plier. Ça me résume bien, je trouve. C'est à la fois un nom qui est assez commun, mais c'est en même temps, dans l'écriture c'est simple. Donc voilà, c'est moi. Donc elle est commun et simple. Voilà, merci pour ta présentation, Hélène. On va y aller. Le podcast est terminé. Qui es-tu, Hélène ? Alors, j'ai 42 ans. Ça ne se voit pas. Non, c'est gentil, merci. Voilà, je suis tourneuse sur bois. Après un long parcours. Tu peux répéter un peu ? Tu es ? Tourneuse sur bois. Tourneuse sur bois. Voilà. Donc je fabrique des objets en bois. Ouais. Dans mon atelier, à la maison. J'ai un petit garçon qui a 10 ans. Enfin, un grand garçon. Voilà, je vis avec ma compagne, Cora. Que dire de plus ? Où est-ce que tu vis ? Alors, où est-ce que tu es née ? Oui. T'es née, parce que tu t'as dit c'est un prénom breton. Tout à fait. Donc, tu n'es pas native du territoire ? Non. Alors, je suis née à côté de Nantes, à Basse-Goulaine. C'est une petite ville qui jouxte Nantes. Ouais. Donc, c'était quand même un petit patelin avec beaucoup de champs, beaucoup de vaches, quand j'étais petite. Oui. Et puis, ça s'est urbanisé très vite et très fort, parce que c'est vraiment, ça touche Nantes. Donc, aujourd'hui, c'est la banlieue nantaise, peut-être un peu chic. Oui. Voilà, mais moi quand j'étais petite, c'était les c'était vaches, la ruralité. Mes grands-parents, mon grand-père était maçon. Enfin, voilà, c'était vraiment la petite ville, la petite église, et j'ai grandi comme ça jusqu'à aller faire mes études à Nantes après. D'accord. Donc j'ai fait une fac de psycho. Je voulais m'occuper d'enfants, je voulais être éducatrice de jeunes enfants. Et puis donc après je suis partie à Paris. Pendant une dizaine d'années, continuer mes études, je suis devenue éducatrice de jeunes enfants. Et puis, à un moment, j'ai voulu quitter Paris. Et donc, je suis arrivée à Lyon pour une dizaine d'années aussi. Et puis, on a quitté Lyon pour Saint-Thirier-la-Perche. Et aujourd'hui, j'habite Saint-Thirier-la-Perche. Ouais. Donc, petite... Saint-Thirier-la-Perche, là, on est en Haute-Vienne, hein, c'est ça ? Oui, pour expliquer, on est vraiment à la limite du Périgord, enfin, Haute-Vienne, Dordogne. Oui, c'est ça. On est à la limite même Corrèze. Corrèze aussi. C'est vrai que les trois départements, territoires se touchent. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est pas mal. Exact. Voilà. Et donc c'est une petite ville qui est bien sympathique. Parce qu'elle n'est pas si petite, justement. Il y a tout. Oui, c'est ça. C'était le super compromis. Une petite ville où il y a tout.
qui permet du coup d'être vraiment autonome, de ne pas avoir besoin de monter à Limoges. Voilà, enfin moi j'en peux plus des grandes villes, j'en veux plus, sauf pour le tourisme. Et puis pour que mon fils puisse grandir et être autonome le plus possible, aller au collège, au lycée par ses propres moyens. Et en même temps, pouvoir être à côté des champs, sortir de la maison sans prendre la voiture, aller se balader dans les champs. Oui, c'est vrai qu'ici, donc Hélène est en train d'expliquer qu'elle est dans une petite ville, mais au final, là on se trouve dans son jardin, très joli jardin d'ailleurs, mais on est dans la pampa quand même, hein, puisque oui, on est juste sur le bord sur le bord de la ville, exact. Mais t'es très vite ici dans la vraie campagne, quoi. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait à 5 minutes on est dans le centre-ville, mais à quelques mètres en fait on est dans les champs, et tous les soirs quand on va se balader on voit des chevreuils, des renards. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un très bon compromis. Et ben c'est ça, c'est ce qu'on voulait. On voulait avoir les chevreuils au bout du jardin. Alors ils sont pas tout à fait au bout du jardin, mais ils sont au bout de 2 ou 3 jardins, donc c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est ça. Donc là, tu nous as fait toute la rétrospective, là, hein, donc native de Nantes. Par contre, je veux quand même, même si on ne fait pas tout dans l'ordre, c'est pas grave, de Lyon à Saint-Thirier. Pourquoi et le choix? Oui. Qu'est-ce qui a déterminé Saint-Thirier? Parce que vous auriez pu être dans la campagne proche de Lyon, à la montagne, je ne sais pas du tout les deux. On adore la montagne, et j'avais une de mes tantes, Claire, qui habitait donc en Isère. C'était à 1h45 de Lyon, et on y passait quasiment, pas tous nos week-ends, mais bon, les vacances. Aux vacances, un week-end sur 3, voilà. Et c'est vrai qu'on aurait aimé habiter là-bas. Le souci, c'est que là-bas, c'est très cher. C'est impossible. Nous, on habitait en appartement. Même quand tu es dans des petits villages. Oui, même les villages les plus paumés, habiter une maison avec un jardin, c'est hors de prix. Voilà. Donc, du coup, alors il y avait ce facteur. Et le deuxième facteur, c'est que notre famille, quand même, nos parents, certains frères et sœurs, sont plutôt de l'autre côté, donc plutôt à sur Nantes, la façade ouest. Voilà, donc du coup, moi surtout, j'aime me rapprocher vraiment de Nantes parce que j'y vais quand même assez régulièrement pour voir mes parents. Puis traverser la France comme ça, c'est pénible. C'est très long. Oui. Voilà. Là, j'ai trouvé à mi-distance. On s'est dit, bon, il faut se rapprocher de Nantes, mais par contre, je voulais rester vraiment dans la grosse campagne. C'est quoi la grosse campagne? La grosse campagne. Alors la grosse campagne, non. La grosse campagne. La vraie campagne, la vraie. Non, en fait, je voulais pas arriver dans les territoires plats. Oui. Les grandes zones agricoles, plates, vers la Charente, tout ça, là. Ouais. Pour moi, c'est moins joli. C'est moins joli, c'est triste. On s'excuse, mais c'est moins joli. Oui, je suis désolée, mais enfin voilà, il y a encore de l'agriculture intensive. Et c'est pas vivant pour moi. Alors qu'ici, c'est très vivant. Donc voilà, c'était ça. Et puis avec des prix du coup vraiment accessibles. Moi, il me fallait un atelier pour le tournage sur bois. Donc il nous fallait une maison, il fallait un espace atelier, un espace pour aussi l'activité de Cora. Voilà. Et en même temps, le compromis, qui était important pour nous, c'était ce côté, une petite ville où il y a tout pour que Sacha puisse être autonome, qu'on passe pas notre vie en voiture à l'emmener à droite à gauche. Ah oui, je vois je vois de quoi tu parles. Bah oui, parce que mes parents, ils ont vécu ça aussi avec mon frère. Et voilà, les histoires de cars, d'emmener aux activités. Ouais. On s'est dit, si on peut s'épargner ça. T'as pas de chambre ici, éventuellement, je te déposerai Jules et Louise. En pension. En pension, je paye, s'il faut. Écoute, on peut peut-être s'arranger. T'as pas une cabane au fond du jardin? Ils font à manger aussi, ils font... Ouais, je t'ai dit qu'ils étaient dans la période tacos. On va en reparler après, si tu veux. On négocie après. Oui, on va négocier, ouais. Il y avait quand même pas mal de critères, plus ou moins. Oui, voilà, il y avait le critère écologique aussi. C'est-à-dire qu'à Lyon, on a vraiment souffert de la pollution. Alors à Paris, bien sûr, énormément. À Lyon, moi, les dernières années, avec les canicules, au niveau respiratoire, c'était infernal. Ah ouais, à ce point-là? Ah oui, à ce point-là. On a été freinés par le Covid. On avait ce projet avant le Covid. On n'a pas été assez rapide. On s'est fait attraper par le Covid. Donc, on aurait voulu partir quand il avait 5-6 ans. On s'est retrouvé à partir plutôt vers 7 ans. Bon, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'était un facteur, l'écologie aussi, on a regardé, on a pris la carte de France. Où est-ce que c'est le moins pollué? Où est-ce que c'est C'est fou le nombre de personnes qui ont fait ça en prenant la carte. Voilà, est-ce qu'il y a des éoliennes, des centrales, des centrales, je sais pas, du forage, tout ce qui est. C'est ça. Et puis l'évolution des températures, vu qu'avec la canicule à Lyon, franchement,
ça a été vraiment très difficile. On s'est dit, les températures vont continuer d'augmenter dans les années à venir. Où est-ce qu'on peut se projeter sur 20 ans au moins Mais tout le monde va arriver ici bientôt du coup. On verra. Ok, donc les motivations. Mais comment tu regardes une carte, etc. Vous connaissiez le territoire ? Alors non, pas du tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait ciblé cette zone et on s'est dit il faut aller voir. Parce que le papier, c'est bien, mais on sait bien que ça ne remplace pas la pratique. Et Cora, pour le coup, elle n'avait jamais vécu à la campagne. Et du coup, en fait, on a commencé par la Creuse. On avait carrément ciblé la Creuse au départ. Et puis, de fil en aiguille, de visite en visite, quand même, on a trouvé que c'était quand même très... Vide. Vide, voilà, je cherchais le terme. Il faut dire ce qu'il y a, il y a quand même personne. Bon, vu que j'avais une activité qui allait quand même demander à ce qu'il y ait quand même du passage, moi de l'artisanat, il faut quand même que je vende mes produits. Et puis en fait, c'est de fil en aiguille, il y a une agent immobilier qui nous a dit j'ai fait mes études à Saint-Thirier, j'ai adoré cette ville, allez voir. Et puis sur le retour d'une visite en Creuse, on a fait un détour par Saint-Thirier. Alors il faisait pas un super temps, il pleuvait. Mais on est arrivé là et on a fait le tour du bourg un peu en courant. On a trouvé ça super chouette. En courant ? Oui, il pleuvait vraiment. Vraiment. Non, parce que comme je sais que Cora, elle court tout le temps, mais courir vraiment, pas courir dans la vie, courir faire du jogging. Oui. Je me dis, tiens, je les vois toutes les deux en train de courir. Oui, c'était vraiment assez rapide, quoi. Et puis voilà, Sacha était fatiguée, on avait fait tout le week-end. Ouais, mais vous avez fait un peu les alentours, ou pas vraiment ? Pas vraiment. De voir justement cette jolie campagne. En fait, on avait quand même sillonné pas mal autour, donc on voyait ce que c'était que la campagne autour. On a trouvé ça très beau, on a vu qu'il y avait un potentiel touristique. Et puis en fait, c'est aussi une intuition qui l'a emporté, c'est-à-dire qu'on a fait le tour, on est se retrouvé dans les rues là par ici, et en fait c'est Cora qui a eu une impression de déjà vu et qui a dit c'est là. D'accord. Voilà. Alors c'était pas le coup de cœur, comme on entend des fois des gens, waouh, j'ai eu le coup de cœur et tout. C'était pas ça, c'était plutôt ça va être là. C'est déjà pas mal. C'est bien. Et du coup, on est rentré, on a vu une maison sur Internet là, dans la semaine. T'en as pas visité plusieurs ? C'est celle-ci, ouais. Ah ouais ? Ouais. En fait, on cherchait une maison de plein pied. Et c'est vachement rare. C'est pas évident de trouver une maison de plein pied. On voulait pouvoir sortir de la cuisine pour manger dehors tout de suite, quoi. En fait, on voulait vivre dans notre jardin. Après, tu n'es pas obligé d'avoir un plein pied pour sortir de ta cuisine et être dehors tout de suite. C'est pas pareil quand tu as ta cuisine en hauteur. Tu sais que tu descends des marches pour... j'ai pas de marche, moi, pour descendre dans ma... Toi, t'es en hauteur attention à ce que je dis, alors. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci ? Moi, j'avais besoin... Toi, t'as des marches, t'as 2 marches, là. Moi, ma cuisine, elle est à même mon jardin. C'est vrai ? Ouais. Oui, c'est bien. Mais on n'a pas trouvé, nous, de maison comme ça. Je voulais que ça soit plus de plein pied possible pour être vraiment. C'est plutôt pour vos vieux jours. Presque. Et puis en me disant aussi, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est pas être défaitiste ni rien, mais être juste réaliste de dire, le jour, tout bêtement, tu te casses la cheville, t'as un plâtre pendant 1 mois ou 2. C'est pas pratique quand t'as des escaliers partout dans ta maison. Donc si on peut avoir une maison de plein de pied, voilà, ça sera bien pour mes parents et puis ça sera bien pour nous si jamais on a besoin. Voilà. Donc, paf. Donc, cette maison, finalement, ça a été assez rapide. Ah oui. Enfin, rapide, en tout cas, t'as pas visité 25 maisons. Non, elle était bien. Ok. Et aujourd'hui, t'es heureuse dans cette maison ? T'es contente de cette maison ? Ah ouais, super. Ouais, c'est un petit paradis. Hein. Elle est toute en longueur, donc c'est ça qui est assez marrant. C'est pas une longère, mais c'est une vieille maison. C'est une mini longère. C'est une mini longère. Alors voilà, c'est ça. Ce qui nous a plu, c'est que c'est une mini maison avec un mini jardin. Après avoir visité en Creuse... mini... alors on a 2500 mètres carrés. Mais comme c'est en longueur, on a cette impression de petits espaces. On a un petit verger. On a un petit jardin, j'appelle ça mon parc d'agrément, mais c'est tout petit. Mais voilà, là où il y a les fleurs, on a un petit potager. Et le jardin fait le tour de la maison. Ouais, c'est très joli. On est vraiment au milieu du jardin. Et il y a des grands arbres, il y a 2 grands arbres qui nous... Là, on est à l'ombre d'un liquide ambar qui fait des couleurs extraordinaires. Oui, c'est un liquide ambar. Liquide ambar. Tout à fait. Ou copalme. Ça ressemble à un érable, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà, il doit avoir... je sais pas, 30 ans. C'est pas un très vieil arbre, mais donc du coup, il nous fait une très belle ombre et il a des couleurs extraordinaires en automne. 2 cerisiers, un jaune, un rouge. On a 3 pommiers, on a des pruniers, des mirabelliers. Donc, il fallait aussi un jardin avec déjà des arbres pour avoir déjà de l'ombre et avoir déjà des fruits. Et puis, on a planté plein de fleurs. Il y a ta serre aussi. On a fait une serre, on a
on a des petites serres en bambou voilà, pour les tomates, une serre à coller à mon atelier. Ouais, c'est très joli. Je ferai des photos si tu me le permets. Ah oui. Tout en récup. On n'a Ouais, rien tout acheté en à part les récup. clous. Tout en palette. Donc, si on a acheté les tôles quand même, on était obligés. Et voilà, et mon atelier qui est sur la terrasse aussi. Donc j'ouvre grand les portes et puis je peux travailler et puis aller boire mon petit café après dans ma Et cuisine. tout au même niveau. Et tout au même niveau. Puis alors dans leur jardin, il y a des petits objets un peu partout, c'est rigolo. On se croirait un peu quand même dans un petit truc de conte de fées, tu sais. Oui. Comme si à chaque pas, on allait te raconter une histoire. Oui, on a des petits chapeaux un peu Ouais. en porcelaine, une petite fourmi volante avec des ailes qui tournent, les mangeoires pour les oiseaux, Les champignons en bois, là. les champignons en bois forcément, Ouais, c'est joli. des petits pots de fleurs de toutes les couleurs. On voulait de la couleur, de la vie, du joyeux. Parfait. Voilà. C'est bon pour l'environnement, madame? Pour Ben, la il description me de ton semble, hein. environnement, je pense. Oui. Est-ce qu'il y a eu un grand défi, quelque chose d'important dans cette transition, dans ce changement de vie? Oui. Mais encore? Merci pour cette réponse. Oui, en fait, on pourrait penser que c'était un défi professionnel parce que du coup, moi, je me suis complètement reconvertie. Alors, c'est pas grave, Oui. on va faire deux réponses. Switchons. La reconversion, elle se fait ici ou elle se fait avant de partir? Je ne me souviens plus. Avant de partir. D'accord. Donc Ouais. avant de partir, Oui. t'as déjà ton diplôme ou tu es déjà formé, Oui. Alors oui. mais tu le fais pas encore là-bas? Tu pratiques pas encore là-bas? Alors oui et non, c'est-à-dire que j'ai passé un CAP du coup menuiserie avec les compagnons du Tour de France à Lyon, Ouais. mais en parallèle pour financer ce CAP, puis pour financer le matériel de tournage, le stage de tournage, parce qu'on n'est pas formé au tournage là-bas, il a fallu que je fasse des CDD pour déclencher des financements, avoir un peu de sous. Pas de prise en charge pour financer ce CAP, etc. Alors, pour le Pas de CAP, dispositif, en fait, moi, je sortais d'une rupture conventionnelle suite à le burn-out. Pour avoir des financements, il aurait fallu, ça s'appelait un CIF CDD, il y avait des CIF, oui. des trucs comme ça. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai refait un petit CDD chez le concurrent pour avoir un CIF CDD, financer toute la formation. Et après, j'ai refait donc des CDD chez la même personne pour acheter tout le matériel de tournage, parce que c'est quand même un investissement. C'est cher tout ça? Oui, c'est cher. Il faut compter autour de, on va dire, 3 000 euros. Par machine? Minimum. Non. Alors, moi, j'ai acheté un petit tour qui était plutôt dans les 1 500 euros. Ouais. Mais si tu veux un gros tour, c'est 3 000. Mais moi, j'habitais en appartement. Ah oui. Ah oui. Et donc, on avait ce projet de déménagement. Il y avait le Covid. On ne pouvait pas partir tout de suite. Et moi, il fallait que... En fait, c'est bien d'être formée comme tourneuse sur bois, l'artisanat, c'est bien de se former. Mais après, il faut pratiquer. Parce que quand tu sors de ta formation, tu n'es pas encore forcément un artisan aguerri. Oui. C'est une histoire de gestes, de répétition. C'est ça. Non, mais il faut répéter le geste. Et donc ça, tu le faisais dans l'appartement, avec le petit tour? Alors, non, parce que le petit tour, il pèse quand même 50 kilos. Ça fait des copeaux. Surtout, énormément de copeaux, de poussière, il faut une aspiration. Et donc, en fait, j'ai aménagé ma cave. J'avais une petite cave, comme on imagine dans les immeubles. Et j'ai aménagé un petit atelier dans ma cave. C'était très rudimentaire, mais fonctionnel. Avec les moyens du bord, un peu. Pas loin, parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Donc, je faisais pendre une rallonge depuis mon balcon. Et je passais par le soupirail. Oui, mais en fait... Tu vas faire pleurer les gens, là, je pense. Écoute, c'était de la débrouille, parce que si j'avais attendu d'être installée dans un atelier, j'aurais perdu en pratique. Okay. Et voilà. Et il y a des ateliers partagés après en ville. Oui. Ça, c'est super. Mais il y avait des listes d'attente. Les Fab Labs, des choses comme ça, non? Mais il y avait au moins 1 an de liste d'attente. Donc, je ne pouvais pas rentrer dans des ateliers comme ça. Donc, tu passes tes diplômes. Tu travailles en parallèle pour t'acheter du matériel. Oui. Tu t'entraînes dans ta cave. C'est ça. Je ronge mon frein. Je me chauffe dans la cave. Vous déménagez? On déménage. Voilà. Et alors, donc, le plus grand défi? Et le plus grand défi, là, c'est là où je vais plomber un peu l'ambiance. Super. Désolée. Ouais. Mais non, mais c'est Je vais manger une chouquette pendant que tu parles. Voilà, mange une chouquette. Mais t'étouffes pas avec. Non, mais c'est juste qu'on est arrivé ici dans cet environnement formidable. Moi, j'avais l'impression d'arriver enfin à ma place, là où j'avais envie de vivre depuis toujours. Donc, une sorte de... c'est génial quand t'arrives là. Je suis enfin dans un métier que j'aime, que je vais pouvoir
m'éclater dans mon métier, ce qui n'était pas le cas avant. Mais en même temps, il y avait tous ces soucis de santé du côté de mes parents et aussi mon petit frère qui n'était pas en forme. Et voilà, j'avais un peu un contexte familial d'écroulement. Soyons clairs, c'était très dur. Et du coup, en fait, mon défi à moi, c'était comment on vit et on kiffe sa life quand en face, sa famille très proche va pas bien. Du coup, moi, ça a été un peu le parcours pendant une bonne année de réussir à jongler avec ça, quoi. Et de m'autoriser à vivre ma vie pleinement, à être ancrée là-dedans, dans ma vie, dans mon activité professionnelle, dans mon rôle de maman aussi, parce que voilà. Ouais, on a oublié ça aussi. Et tout en ayant un peu la tête, même complètement la tête partie de l'autre côté de la France, quoi. Donc c'était ça, moi, mon gros défi. Et donc c'est positif parce que j'ai dépassé ça, enfin je suis en train de dépasser ça, et donc la vie continue, on fait des expériences, on apprend, on rencontre des gens, on progresse. Et puis aujourd'hui je pense que ça y est, j'ai repris pied dans ma vie. C'est aussi pour ça que je suis là. Tu vois, on rebondit sur qu'est-ce qui fait que j'ai dit oui, c'est aussi ça, c'est aujourd'hui j'existe, je suis dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que pendant tout ce temps-là, finalement, tu avais l'impression de ne pas pouvoir prendre ta place ou occuper, vivre ta propre vie parce que tu étais absorbée par, oui, c'est ça. Par ta famille proche? Oui, c'est ça. Pas de devoir t'en occuper, etc. ou... c'est pas forcément un investissement de temps parce que j'y suis allée un petit peu, mais je peux pas, on peut rien faire. Il y a des situations de vie où on voit ses proches malades, c'est la maladie. On peut être présent dans l'écoute, mais même si on est présent physiquement, en fait, on peut rien faire. Et en fait, c'est ça, c'est ce sentiment d'impuissance, d'être témoin et de vouloir être présent, mais en même temps, il y a aussi une distance physique. Est-ce que ça aurait pu vous faire finalement changer d'avis et déménager pour être plus proche ? En fait, c'est déjà ça qui nous a fait nous rapprocher, pour que je puisse faire les allers-retours plus facilement, plus vite. Aujourd'hui, je peux prendre la voiture ou un Blablacar. Surtout, je prends des Blablacar et en 3h30, j'y suis. Donc voilà, c'était ça, avec l'idée que moi, j'aurais pas été heureuse de revivre à Nantes. C'est pas un climat et un environnement. C'était pas là qu'on avait envie de vivre, quoi. C'est ça, il faut aussi. C'est ma famille, Cora et Sacha. Et donc, comment être bien nous et nous épanouir nous, tout en essayant d'être plus présent et plus investi auprès de ma famille, de mes parents, de mon frère, voilà. Ok. Et en fait, on se met soi-même des bâtons dans les roues. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est que, au contraire, si tes proches te voient heureux, bien dans ta vie, à l'aise, faisant des choses, et que tu arrives à partager ça, ça leur fait du bien, j'imagine. Et ça leur fait du bien. Parce que qu'est-ce que tu souhaites de mieux à tes enfants que d'aller bien ? On est porté aussi par les autres. Oui, bien sûr. Tu as dit tout à l'heure, je vais rebondir là-dessus, tu as dit un métier que j'aime ou qui me passionne, je ne sais plus. Tu vas nous dire pourquoi tu as voulu changer de métier, pourquoi le bois ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es réveillé un matin, tu as dit « Ouais, je vais faire du bois, wouh !» Parce qu'en fait, j'ai toujours kiffé le bois. Est-ce que tu bricolais petite ou je sais pas ? Oui, c'est ça. Alors, raconte-nous l'histoire. J'ai grandi dans une maison avec un beau jardin. Ma mère était hyper forte avec les fleurs. C'était un parc avec c'était pas très grand, mais il y avait des fleurs de partout. C'était extraordinaire. Et il y avait des grands arbres. Et moi, j'ai passé mon enfance à faire des cabanes dans les arbres, à monter dans les arbres, mes vacances. Et mon père bricolait beaucoup. Et donc à être avec mon père à bricoler, et il faisait des cannes en buis, donc à être dans l'odeur du bois, à le voir travailler cette matière. Il m'a appris, du coup, quand on partait en vacances, on faisait des arcs, on faisait tout un tas de trucs en bois. Donc moi j'avais un opinel et puis je sculptais des morceaux de bois. Mon petit frère est arrivé, j'avais 9 ans, donc j'ai grandi en enfant unique jusqu'à 9 ans. Donc je me suis beaucoup occupée comme ça, et donc vraiment moi j'ai une relation avec les arbres depuis toujours. Avant d'avoir un frère, tu faisais tu grattais le bois. Et après, et après je lui ai appris. D'accord. C'est ça. Toujours adoré monter dans les arbres et bricoler.
Et j'ai toujours continué de bricoler chez moi. Après, quand j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup de moyens. J'aimais beaucoup récupérer des trucs, transformer. J'étais fascinée aussi à Nantes. On a les machines de Lille, on a Royal Deluxe. Je sais pas si tu connais. Enfin, la machinerie. Oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, les animaux. Voilà, on a rêvé des petits avec des machines extraordinaires faites de briques et de broc. Attends, avec ça de la c'est récup. arrivé. T'étais déjà grande, ça. Eh ben non, en fait, je me rappelle, le premier truc, c'était le géant et je devais avoir 12-13 ans. Ah bon? Et je me rappelle de ça, de ce géant. On se réveille dans la ville et d'un coup, il y a un géant sur le parking de la Petite Hollande. Il y a des fourchettes géantes plantées dans des voitures écrabouillées, des couteaux dans les murs. Et là, tu as un géant qui respire, qui vit et tout. Et bah, t'es embarqué, quoi. Et quand je vois mon fils aujourd'hui, on lui fait visiter aussi l'éléphant, l'arbre héron, tout ça. Bah, t'es embarqué dès petit dans cet imaginaire. Et moi, mon rêve, c'était de travailler aux machines de Lille, quoi, d'être dans Royal Deluxe. Sauf que après, la vie fait qu'on on va au lycée. Je n'imaginais pas que c'était possible, en fait, d'être artisane. Et j'avais ce rêve-là de construire des trucs comme Royal Deluxe. Mais c'était un rêve et je n'imaginais pas que c'était possible. Enfin, l'école, à l'époque, on ne nous le proposait pas, en fait, ce type de métier. Bah ouais. C'était limite le mal. Bah écoute, j'ai même pas pensé pour mes stages de 3e, tu sais. Et puis voilà. Puis moi, j'adorais mon petit frère. Il est arrivé, j'avais quand même 9-10 ans. Ouais. Je m'en suis occupée petit bébé. Ah, c'est pour ça que tu as dit tout à l'heure les métiers liés à l'enfance. Bah oui, donc du coup, en fait, j'ai adoré ça. Donc j'ai passé mon BAFA. Je me suis dit, c'est génial, j'ai adoré. J'ai fait mes stages comme ça. Et je me suis dit, je vais être éducatrice de jeunes enfants. Il y avait aussi cette grande idée que si tu veux changer le monde, commence par apprendre aux enfants à s'écouter les uns les autres, à communiquer, à être ouverts à la diversité. Et c'est par la jeunesse qu'on va changer le monde. Enfin, il y avait un petit peu tout ça dans ma tête. Okay. Et c'est ce qui m'a amenée, du coup, à faire des études de psycho, à devenir éducatrice. Okay. Voilà. Mais alors, comment, un jour, mais oui. Bim, tu te dis, non, finalement, je vais à nouveau tailler des cannes à pêche en bambou. Et en fait, pour déménager de Paris à Lyon, j'ai travaillé, j'ai pas repris un emploi auprès des enfants. Je suis rentrée dans une agence qui recrutait des nounous et des babysitters. C'était plutôt alimentaire. Du coup, ça m'a permis d'aller travailler à Lyon, toujours dans la même boîte. Et de fil en aiguille, j'y suis restée 10 ans. Je suis devenue responsable d'une agence de service à la personne. Et en fait, là, je me suis complètement laissée bouffer par les chiffres, la pression, le stress, les demandes. C'était... Voilà. Et donc, ce qui m'a amenée à craquer. Hein. Burn-out. X1, x2. Bon, et puis il y a le deuxième. On s'est dit, c'est terminé maintenant. Hein. Et puis là, je me suis retrouvée chez moi, au chômage du coup, et à me dire, qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, moi, je voulais retourner. Du coup, je me suis dit, c'est le moment, je vais faire un truc de mes mains. Parce que, justement, pour me sortir du boulot, moi, je réparais des vélos. J'adorais les vieux vélos, je réparais des vélos. Parce que travailler le bois en appartement, ça me venait même plus à l'esprit, quoi. Puis je me suis dit, je vais peut-être m'ennuyer quand même. Puis, c'est métallique, voilà. Puis j'ai dû construire une penderie pour Sacha dans sa chambre. Et puis à un moment, j'étais trop fière de moi. C'était que de la récup, j'avais rien acheté. Puis je regarde cette penderie, puis je me dis, oh là là, si je pouvais faire ça tout le temps. Je me dis, mais ça s'appelle menuisier. J'ai jamais pensé. Et c'est un métier en fait. Et donc c'est là que je me suis dit, mais oui, évidemment. Puis quand j'en ai parlé autour de moi... Est-ce que tu as fait le chemin dans ta tête, tu t'es revue petite, tu as fabriqué, etc. Oui, c'est ça. Et les gens, comme dans les films, tu sais, flashback. Oui, j'ai dit, mais oui. Évidemment, et puis tout le monde m'a dit oui, ça te ressemble tellement. Oui, c'est toi. Donc vous pouvez pas me le dire avant? Non mais c'est pas possible. C'est ça qui est marrant, c'est que mes parents en fait, ils m'ont dit oui, nous on pensait que tu allais aller dans des métiers plus manuels. Mais ça fait 20 ans que j'attends. Et en fait, moi j'avais complètement oublié ça, qu'ils me l'avaient proposé au moment de partir au lycée. Ils m'avaient proposé un lycée spécial à Nantes où j'aurais pu faire une filière plus technique. Et en fait, tu vois, on se met des trucs. Moi, j'étais persuadée que je devais faire des études et avoir alors pas un statut social, mais faire des études. Parce que la société, elle te demandait de faire des études. Oui, et puis il y avait l'environnement familial quand même. Autour de moi, il y avait des profs, des instits. Mon grand-père était très sur la culture, il connaissait des textes par cœur, qu'il récitait de temps en temps. Donc tu avais l'impression que tu te devais de... Je ne me posais pas la question, c'était évident. Mes tantes, elles avaient du coup, pareil, elles avaient fait des études, elles avaient des belles situations.
Et en fait, pour moi, c'était ça. Et en même temps, je voyais les autres, mon père, ma tante, qui avaient des métiers qui les passionnaient. Et je me mettais aussi la pression de me dire, il faut que je trouve le métier qui va me passionner, sinon, tu vois. Ouais, t'avais quand même pas mal d'injonctions. Je m'étais mis pas mal choses, d'injonctions, mais c'était bête parce que du côté de mon père, c'était le contraire. En fait, eux, ils voyaient pas trop l'intérêt de faire des études. Mon grand-père, qui était maçon, lui, il trouvait que moi, j'aille à la fac. Pour lui, ça n'avait pas de sens. Il fallait apprendre un métier. Ouais. Mais j'ai pas écouté cette partie-là. Tu vois, j'avais un peu deux parties là. Ta maman, elle travaillait ? Oui, elle était infirmière. Elle travaillait auprès de jeunes adultes handicapés. Combien de temps il se passe entre l'armoire et ton CAP ? Alors, j'ai plus trop le timing en tête. Hein, est-ce qu'il se passe des années ou est-ce qu'il se passe quelques mois ? En fait, il se passe peut-être un an quand même, parce que c'est là que mon père a eu son accident. Il a eu un AVC. Enfin bref, c'est compliqué. Mais voilà, donc ça m'a mis un peu un petit j'y ai pas pensé. Voilà, ça s'est mis entre parenthèses, c'était pas le moment. Et puis après, il faut manger. Hein, et j'ai mon chômage qui commence à s'améliser. Tu manges toi ? Voilà. Quelle idée ? À un moment, il y a le tic-tac aussi du il faut quand même travailler. Et donc là, j'ai rebondi, clac boum. J'ai fait mon CDD, j'ai fait mon CAP, et après ça s'est enchaîné. Ok. Voilà. Après, vous arrivez ici. Voilà. Un moment ça a pris quand même 2 ans, le tout, quoi. Il a fallu quand même bien 2 ans. Avec le Covid, en plus, au milieu. Voilà. Maintenant, avec le recul, tu te dis que c'était le temps finalement nécessaire. Tu aurais voulu que ça aille plus vite. Finalement, ça a été trop vite. C'est quoi ton retour par rapport à ça ? Mon retour, c'est que c'était comme ça. Donc, ça sert à rien de se dire si j'avais su, si ceci, si cela. De toute façon, j'ai pas pu faire autrement. Il y a un temps pour tout. Et voilà. Et ma tante disait, c'est matériel, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est matériel. Donc, tant que c'est matériel, alors j'essaye un peu de me garder ce leitmotiv. Les choses humaines, de relations, de contact, les liens de famille, c'est plus important, quoi. Ouais. Donc, officiellement, tu l'as lancé quand ? Il y a un an tout pile. Il y a un an tout pile. J'ai lancé l'entreprise, c'était en février, ça fait 1 an et demi maintenant, en février 2023. Ouais. Après, il faut le temps de tout lancer. C'est au début, la création d'entreprise, c'est beaucoup de choses en fait. Hein. On s'imagine que tout de suite, on va produire et vendre, mais non. Il y a toute la com, il y a tout l'administratif, il y a le réseau. Et puis des détails pratiques, c'est la première exposition, comment je organise mon stand, la mise en forme, quelle table, quelle présentation, l'achat de matériel. Le truc, c'est que tu as 12 métiers dans un métier. Oui, c'est ça. Tu as énormément de... La com, Internet, vendre sur... Parce que du coup, tu as un site aujourd'hui ? Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur Etsy, je vends des choses. Ah, c'est cool ça, Etsy. Voilà. Ah, ça, c'est la classe. J'ai commencé comme ça. Je me suis dit, on commence comme ça. Donc là, je vends des pendules. Etsy, c'est E-T-S-Y. Oui, pour les gens parce que tout le monde ne connaît pas. Oui, exactement. Mais c'est une plateforme qui regroupe tous des artisans. Voilà, le but, c'est vraiment l'artisanat. C'est mondial. Hein, donc, on peut trouver de l'artisanat de partout. Et il y a vraiment derrière des petits artisans. Donc là, vraiment, en cherchant bien, on peut vraiment trouver de l'artisanat du vrai. Moi, ça me permettait de ne pas fabriquer mon site internet. Ouais, donc tu t'es imbriquée, toi, je me suis mise là-dessus, je me suis mise sur Insta. Voilà, il faut prendre ce temps aussi en dehors de la fabrication pour faire les photos, les mettre en avant, le référencement, tout ça. Puis, je vais lancer aussi des formations. Maintenant, c'est cool ça. Oui, je suis contente. Ça y est, je me suis entraînée sur mes proches. Donc, j'ai mis au point une formation sur, on va dire, 3h30, 4h, une matinée. C'est une formation ou c'est un atelier ? Alors, l'idée, c'est d'apprendre les bases du tournage. Quand tu dis tournage, j'ai toujours l'impression des tournages de films. C'est un petit film en accéléré. Donc c'est vraiment apprendre les bases, les premiers gestes du tournage en sécurité, parce que c'est quand même des objets tranchants et dangereux. Donc apprendre les règles de sécurité
les gestes de base, s'exercer et à la fin, sortir un petit objet avec lequel on va pouvoir repartir. Donc un petit objet simple, parce qu'on n'apprend pas le tournage en 4 heures, mais on peut déjà sortir un petit truc. Un lion en bois que je mets dans mon jardin, par exemple. Voilà, est-ce que c'est possible, madame, en 2 heures? Écoute, tu vas faire une quille et on va peindre un lion dessus. Ça va plutôt être ça. Donc on va faire un champignon, on va faire un bougeoir, on va faire... Faire de la formation, là c'est un public comme moi, oui, novice. Innocent. Oui, innocent, novice. Mais c'est parce que ça voudrait dire, je sais pas, c'est des gens effectivement qui voudraient peut-être faire le même métier que toi ou pas forcément. Il y a des gens comme ça un jour ils disent, tiens, moi je voudrais apprendre à tourner. Et oui, tout à fait. Il y a des gens comme ça qui sont curieux de tout. D'accord. Qui ont cet intérêt pour la matière, parce que le bois, quand même, il y a beaucoup de gens qui aiment le bois, la pierre, la poterie, enfin toucher comme ça des choses naturelles, mais qu'osent pas forcément. Ouais. Donc, qui vont faire des petits ateliers comme ça pour essayer d'aller voir. Comme fabrication de savon, quoi. Bah oui, en fait, tu peux faire un atelier poterie, tu fais un atelier tournage. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Je dirais que c'est qu'il n'y a pas une journée identique. Moi, j'aime faire plein de choses différentes. Ouais. Je dirais pas que je m'ennuie ou que je me lasse très vite, mais j'aime découvrir. Là, on a déjà marre de moi, là, par exemple. Non. Non, mais voilà, le matin, je me lève et je me dis, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Alors déjà, je suis indépendante, donc je peux faire ce que je veux. Si il fait vraiment un temps exécrable et que je suis un peu fatiguée, je vais me mettre sur mes photos, sur la partie internet, voilà. Je croyais que tu allais me dire, je vais me mettre sur Netflix. Non, ça peut être une tentation. Mais non, en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de travailler. Et qu'en fait, avant, je travaillais par nécessité. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, ou quand je fais ma pause le midi après manger, j'ai besoin quand même de m'asseoir un petit peu, j'ai envie d'y retourner. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, je me dis, aujourd'hui, c'est un bol, c'est une assiette. Aujourd'hui, je débite du bois, je prépare. Aujourd'hui, je vais chercher du bois chez un tel parce que, il a coupé un arbre et que je vais pouvoir récupérer ça. Donc, je fais aussi plein de rencontres. Je rencontre plein d'artisans aussi différents. On peut aussi créer des partenariats. Là, je vais peut-être faire des petites barrettes à cheveux avec une maroquinière. Moi, je ferai une petite barrette, un petit pic à cheveux, puis elle, une petite... oui, je vois. Pour les gros chignons. Comme dans les années 70. Oui, voilà, comme c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est beau ça. Pour les longs cheveux comme moi, c'est... Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est infini. C'est que je sais que... Donc tout te plaît. Mais oui, c'est ça. Alors, si devait rester un truc, le truc que tu lâches pas, le truc, vraiment ton kiff ultime dans ton métier, dans toutes les étapes de ton métier, dans toutes les casquettes de ton métier. Alors, c'est vraiment tourner, c'est vraiment la fabrication. Quand tu commences à faire sortir, à faire émerger la forme de ton morceau de bois, qui au départ est soit un morceau rectangulaire ou carré, donc si tu pars d'un morceau de bois sec, une poutre ou quelque chose comme ça, soit tu as pris un morceau de bois, de l'arbre vraiment, que tu as débité à la tronçonneuse, donc tu as un morceau ultra brut avec l'écorce, avec tout, et puis tout d'un coup tu fais émerger une forme. Moi j'aime beaucoup du coup les formes rondes et assez simples, j'aime pas trop les fioritures, il y a 1000 styles de tournage, mais bon, moi j'aime bien les formes assez épurées. Et d'un coup, tu fais sortir une forme très lisse, très arrondie, très douce. Quand tu ponces, ça au toucher, tout d'un coup, tu as quelque chose, mais c'est d'une douceur incroyable. Tu as l'odeur aussi, selon le bois que tu tournes. Les essences de bois. Oui, c'est ça. Différemment. Et puis, c'est jamais le même rendu. Même sur un même morceau de bois, avec les nœuds, les variations de couleurs, tu peux faire deux pièces dans un même morceau et ça va avoir une tête complètement différente. Quand tu mets la cire ou l'huile à la fin, ça exauce les couleurs. D'un coup, tu as des couleurs qui sont vives. Là, tu as plusieurs kiffs, là. Hein. Mais là, oui, c'est pas possible de résumer. Et la chose que tu n'aimes pas ? La chose que j'aime pas ? Écoute, non. C'est vrai ? Il n'y a pas de choses difficiles. Oui, il y a des choses qui sont moins plaisantes, mais en fait, comme je peux m'organiser comme je veux, tu vois, par exemple, la partie que je ne vais pas préférer, c'est faire les photos, mettre sur Internet. Mais en même temps, vu que je vais le faire à un moment où peut-être ce jour-là, je suis fatiguée, vraiment, ça parce te fait que du j'ai bien beaucoup tourné, en même temps. Je suis contente. Je me mets à l'intérieur, j'ai mon petit café, c'est cool, quoi. Donc c'est une chance, je me dis, mais quelle chance
de pouvoir là m'organiser, ou quand il fait très 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 froid, parce que mon atelier n'est pas chauffé. C'est dur physiquement comme métier? Ah oui. J'ai l'impression que 2-3 fois où tu as dit que c'était lourd. Je dirais que c'est engageant physiquement. Déjà, il y a une grosse partie quand même où tu vas porter des planches, des madriers qui sont quand même super lourds, super poussiéreux. Quand tu montes les marchés, tu montes ton barnum, ton stand, tu charries des caisses, tu décharges ta voiture. Et quand tu es sur le tour à bois et que tu fais une grosse pièce, pas un bougeoir, mais si tu veux partir sur un gros vase, un gros saladier, et que tu pars d'un gros morceau de bois, au début, quand il va tourner, il n'est pas cylindrique, il va faire bouger le tour, et toi, tu vas t'accrocher à ta gouge bien fort. Tu dois, pour le maintenir, le stabiliser. En fait, pour dégrossir le bois, la gouge, il faut la tenir fort sur le porte-outil, parce que le bois qui est inégal, il va venir taper dessus, clac, 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 à chaque fois qu'il tourne, et ça va te donner un coup. Donc il faut y aller bien, ou quand tu vas creuser un bol, il faut quand même avec la gouge pousser un peu pour... Alors bien sûr, si tes outils sont bien affûtés, tu pousses moins. Mais il y a quand même, c'est ça que j'aime aussi, un travail avec le corps. C'est pas juste les mains, c'est tout le corps qui tient la gouge et qui va accompagner la gouge. La gouge. L'outil principal du tourneur, c'est la gouge. La gouge. Voilà, tu as un grand manche, un tube en métal, et au bout qui se termine de différentes façons selon son utilité, et qui va être affûté et qui va te permettre de tailler ton bois, de lui donner la forme. Donc tu changes à chaque fois la dernière partie? Non, tu as différentes gouges. Ah, oh là là. Ouais, c'est pour ça, dans l'investissement de base, il faut peut-être à peu près 6-7 gouges. Pour avoir une variété minimum. Différente, pour pouvoir oui, faire parce que tu en as une grosse pour dégrossir. Si tu prends une petite qui sert à faire la forme pour dégrossir, tu vas la plier parce qu'elle n'est pas assez costaud. Donc, je comprends. Tu vois, tu as différentes tailles et puis tu as différents angles d'affûtage selon que tu vas creuser, faire une forme. Grâce à ce nouveau métier, cette passion, ton rêve de petite fille finalement, comment ça a impacté ta vie? Alors t'en as un peu parlé finalement, parce qu'en te disant là comment ça a impacté ta vie au quotidien, t'en as parlé puisque t'as dit qu'il y avait quand même ce sentiment de liberté, de faire ce que tu veux, un peu quand tu veux, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire là-dessus? Ta vie de famille, je suis heureuse. Wouhou. Bah oui, non mais c'est ça, c'est aller au travail avec le sourire, c'est être heureuse d'y penser même le soir. Sachant que t'as pas beaucoup de chemin Sachant que j'ai pas beaucoup de chemin. Non mais voilà, c'est extraordinaire. Des fois je me revois avant et aujourd'hui, et ben oui, c'est juste ça. En fait, je me sens enfin à ma place. C'est-à-dire que j'ai eu quasiment toute ma vie l'impression de pas être à ma place, d'être différente, d'être pas comme les autres. Alors sur tout un tas de point de ma vie, j'ai pas été trop dans les normes sur plein de choses, et du coup voilà, et puis aujourd'hui je me sens à ma place dans mon métier, dans mon territoire. Tu dis dans ton territoire. Et oui parce que finalement, pour moi c'est pas une région plutôt qu'une autre, c'est juste un environnement qui me correspond. Moi, ce qui me correspond, c'est d'être entourée de forêts, d'arbres, de campagnes. Et voilà, et aussi le côté, ici c'est plus calme, par rapport à la ville, tu vois, je suis pas une citadine, moi ça me correspond tout à fait, la vie à la campagne, dans un petit village. Donc voilà, comment ça a impacté ma vie, c'est ça, c'est juste le bonheur et le sentiment d'être à sa place. Tu as réuni tous les éléments pour être toi. Voilà, c'est ça. Juste toi. Oui, et puis arrêter de me conformer à... Pourtant, moi, j'étais pas à vouloir me conformer, mais quand tu habites en ville et que tu travailles dans une agence, il faut s'habiller de telle façon, tu peux pas sortir en crocs ou en bottes. Tu es de la team botte, on est bien d'accord? Ah, moi, je suis plutôt à team botte. Ouais. Merci. C'était compliqué pour toi de vivre en ville? Oui, au début, c'était très bien. Ça correspondait, j'étais jeune étudiante. Il y a toute une période où c'est vraiment super. Le manque de nature, c'était vraiment ça. Moi, comme j'ai dit, j'ai grandi dans les arbres. J'étais beaucoup en vacances dans la nature, en camping. Mowgli. Oui, Tarzan même. Mowgli, Tarzan, ouais, c'est ça. C'était mes modèles aussi, tu vois. Il n'y avait pas le pendant féminin. Moi, je rêvais d'être Tarzan, quoi. Passer de liane en liane. D'ailleurs, mes sports préférés, c'est ça, quoi. C'est l'escalade, voilà, des trucs comme ça.
Bon, bref, on s'éloigne, mais... Non, mais c'est intéressant. Hein. Donc, ouais, je me rappelle plus de la question, du coup. Moi non plus. Non, si, en ville, qu'est-ce qui vraiment... Oui, voilà. Au fil du temps, tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment des choses qui te dérangeaient puisque tu ne pouvais pas passer d'une liane à l'autre en ville. C'était alors, je me suis inscrite... à l'escalade. Exactement, j'ai découvert l'escalade de bloc et c'est là que j'ai passé les meilleurs moments de ma vie ces dernières années, en ville. D'accord. Vraiment. Dans les salles d'escalade. Mais oui, vraiment. Et parce que je retrouvais le corps, quoi, le corps en mouvement, l'escalade, la liberté, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est ça qui me manquait, c'était la nature. Quand tu habites en ville, il faut prendre la voiture ou un autre moyen de transport, il faut faire des kilomètres pour aller dans la nature. Tu prends ton bain de nature chronométré et tu reviens. Et quand on allait chez ma tante en Isère et qu'on passait un week-end, j'étais tellement bien, c'était magnifique. Et quand il fallait repartir, franchement, à la moitié du temps, j'avais les larmes aux yeux à repartir, quoi. C'était dur, quoi. Et je voyais que mon fils était heureux aussi quand on allait... Enfin, vraiment, c'était notre petit paradis, quoi. Ça s'appelait le Jacquemou. Le Jacquemou. Mais elle fait que dire des mots bizarres dans ce podcast. Oui. La gouge, c'est ça la gouge ? La gouge. La gouge, Jacquemou. Tout à l'heure, elle m'a dit un autre truc, je sais plus. Oui. C'est... Le titre de ton podcast, je vais associer 3 mots bizarres, la gouge, Jacquemou et je ne sais plus. Je ne sais plus ce que tu as dit tout à l'heure aussi. Est-ce que tout le monde était OK pour partir ? Alors moi, jamais j'imposerais quelque chose. Je ne suis pas la personne motrice dans le couple. Voilà, je parle, je dis ce que je ressens, ce que je pense, mais je ne suis pas forcément moteur. C'est déjà bien. Voilà, oui. Non, parce qu'il y en a qui ne disent pas et qui n'expriment même pas. Non, on est vraiment à égalité. Mais du coup, non, c'était vraiment un projet de couple et de famille parce que c'est vrai que Sacha, sur les dernières années, il y a des choses par rapport à la ville qui étaient un peu angoissantes pour lui. Ah ouais ? Je dirais que le côté... Voilà, oui, c'est vrai, c'est ça, en plus de la pollution, c'était aussi le côté agressivité un petit peu. C'est-à-dire qu'on vit les uns sur les autres et il y a des frictions. Des incivilités. Et il y avait des frictions vraiment très palpables, notamment autour de son école, sur des points de circulation. C'est bête, hein, mais juste ça. Et en fait, il y avait cette tension et il le vivait mal. Et il sentait qu'en allant à la campagne, ça allait être mieux. Et peut-être il sentait aussi que moi, j'étais tendue aussi. Alors moi, je suis quelqu'un de très cool, très détendu, mais il y avait quelque chose qui me tendait quand même tous les jours quand je prenais mon vélo. Puis oui, il y avait la pollution, l'envie de changement aussi, changer de région. Et puis ces week-ends et formidables aussi de se rapprocher de ta famille. Et voilà. Donc tout le monde était enclin au changement. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à la préparation du projet ? Parce que souvent les gens me demandent, les auditeurs, les auditrices, sur cette construction de projet. Donc tu nous as quand même bien expliqué le déroulement, mais est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter par rapport à... Bon, il y a eu le choix de la région, ça on a compris pourquoi, comment, le choix de la maison finalement ça s'est fait relativement vite. Oui. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux nous parler sur le avant tout ce changement de vie ? Préparation de projet. T'as un truc, une anecdote peut-être ? Un truc cool, un truc moins cool, une anecdote rigolote Écoute, c'était... assez fluide en fait. On avait ce projet, on ne s'est pas mis de pression sur... Il n'y avait pas d'échéance. Donc les choses se sont faites les unes après les autres. Et alors si l'échéance c'était quand même que Sacha commence une année scolaire au bon moment. Bon, alors la petite anecdote, non en fait sur le déroulement, ça a été fluide. Il n'y a rien eu de spécial. Par contre, il y avait des habitants avant nous dans la maison qui étaient un petit peu spéciaux. Et le jour où on devait arriver avec tout notre chargement, notre camion rempli à ras-bord et nos déménageurs... Ils n'avaient pas déménagé ? Voilà. Non. En fait, Madame Violette s'était trompée de date et c'était le lendemain. Le lendemain, à un jour près, t'as pas vidé ta maison ? C'est ça. On est arrivé le 30. Il y avait la maison, elle était encore bien chargée. Ah complètement. Alors comment vous avez fait ? Et du coup, alors nous, pour une fois... On s'était dit, les déménageurs, parce que c'est fatigant un déménagement, pour nous mettre les trucs dans les bonnes pièces. Donc, ils ont fait comme ils ont pu avec les grosses, les frigos, les trucs les plus lourds. Sinon, on a entassé dans des coins, dans le garage. Et puis, le lendemain, on a aidé au déménagement de ce qui restait. Donc, c'est l'anecdote. C'est l'anecdote. Qu'est-ce qui est... Même si donc il y avait des choses compliquées à la ville, tu es à ta place aujourd'hui en ruralité, en campagne. Oui. Mais est-ce qu'il y a des choses quand même qui peuvent... tu vis avec, mais oui, tout n'est pas parfait. Oui.
Qu'est-ce qui est pas parfait ? Qu'est-ce qui t'embête des fois ? Qu'est-ce qui est plus compliqué ? Alors, je dirais qu'il y a 2 choses qui m'ont surpris quand je suis arrivée. C'est il n'y a pas beaucoup de gens. C'est-à-dire que, quand tu viens comme ça a l'air vivant, il y a du monde. Mais je me rappelle des premières fois où je suis allée à mon cours de musique vers 18h30 en vélo. Donc, je descendais, il y a 5 minutes de vélo. Mais je traversais une ville déserte à 18h30. C'est parce qu'ils mangent tôt. Mais oui, les gens en fait sont chez eux. Et c'est vrai qu'en ville, ça circule vit tout dehors. Le temps. Oui. Voilà. Et là, les gens ils travaillent, ils vont à l'école, voilà. Et après, chacun rentre chez soi dans sa maison. Et en fait, du coup, après dans le bourg, il y a 2-3 bars, machin, mais il n'y a pas de vie, pas nocturne non plus. Mais tu vois, l'été plus. Alors l'été, c'est très vivant. Oui, il y a les l'été, marchés, il y a trop il y a les touristes. même trop. Oui, là, c'est différent. Mais quand tu arrives en septembre-octobre. Et que tu descends un petit morceau de National et qu'il n'y a personne, moi, il y a un moment, j'ai cru que soit on était en confinement, soit... dans un film d'horreur. J'avais loupé le truc, tu sais, l'apocalypse, et il n'y avait plus que moi. J'avais pas écouté les infos, il n'y avait personne. Et ça me le fait encore des fois. Est-ce qu'on parle argent en campagne ? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Alors moi, j'ai été prise de grosses crises d'angoisse, moi, au départ. Ça a été un de mes trucs. Alors maintenant, j'ai complètement lâché. C'est parti. Je vais bien. Je me suis détendue. La plupart d'entre nous, on renonce quand même on divise nos revenus. Oui. On en est conscient. Enfin, c'est un choix, etc. Puis après, quand tu arrives sur le terrain, moi, ça a été un peu plus compliqué. Oui. Est-ce que vivre à la campagne, pour toi, ça coûte moins cher ? Oui. Oui, ça coûte moins cher parce que tu n'es pas soumis à la tentation. Moi, je trouve que... parce qu'il n'y a pas de magasin, quoi. C'est ça. Ouais, mais là, ça ne vend pas du rêve. Non. Ça dépend pour qui. Moi, j'apprécie justement de vivre ma vie tranquillement et de ne pas être soumis à des envies de consommation qui viennent pas de moi. Des fois, et je le ressens vraiment quand je vais me promener. J'adore me promener en ville maintenant, mais j'ai envie d'acheter plein de trucs, quoi. Déjà un bubble tea, quand je vais à Limoges, faut pas passer à côté. Alors tu as tout le pan nourriture, et puis tu peux moins sortir habillé. Venez comme vous êtes. À la campagne ça passe. Quand j'allais chercher Sacha à la sortie de l'école à Villeurbanne, je faisais un peu plus gaffe à comment j'étais habillée. Ici, je sors de l'atelier, je mets poussette et j'y vais, quoi. Tu fais quoi ? Je mets poussette. C'est quoi mes poussettes ? J'enlève les poussières. Ah, je mets poussette. Oh putain. Non, mais voilà, c'est vrai que quand tu es en ville, tu as plus de sollicitations. Puis tu vois plein de belles choses, il y a plein de vitrines. Enfin, moi, mes activités, elles sont naturelles. Et donc, du coup, j'ai pas besoin d'acheter pour me divertir. Donc, c'est principalement parce qu'on a moins quand même on a moins de besoins, on a moins de sollicitations. Voilà. Après, il y a le potager. Enfin, nous, on a réduit aussi la voilure en investissant sur le potager. Ouais. Du coup, voilà, il y a le potager, il y a les marchés avec tous les producteurs locaux qui sont formidables. Il y en a plein qui sont en bio, donc faire le marché, c'est un vrai bonheur. Après, il y a aussi toutes les taxes, les machins qui sont au niveau des maisons qui sont moins... Le territoire est moins cher, les prix sont moins chers. Globalement, c'est moins cher de vivre à la campagne. On a peut-être moins de budget, on réduit la voilure en termes de rémunération, oui. Mais on s'y retrouve. Alors, est-ce que ça s'équilibre ? Je suis pas totalement certaine. Après, ça dépend de ce que tu fais comme... non, mais c'est ça. Il faut quand même manger, ça a quand même un coût. Oui. Il y a il y a la santé, on s'habille quand même. Nous ne vivons pas uniquement avec des bottes et des crocs et un slip. Le poste-mobilité, pour certains, peut être compliqué. Moi, je sais que c'est devenu un énorme poste aujourd'hui. Ah oui, nous, on faisait tout en vélo. Parce que j'ai pas suivi tes conseils de venir vivre un peu plus proche d'une ville. Oui, mais bon, après, c'est des choix aussi, ça dépend de ce qu'on veut faire, de notre projet. Il y a effectivement le poste voiture qui est plus important. Après, nous, on a investi, donc c'est le cas de le dire, dans des vélos électriques, parce que ça coûte cher, mais parce que nous, on habite en haut de la côte. Oui, ici, ça grimpe tout le temps. Oh là là. Donc moi, j'ai essayé une semaine, puis en vélo classique, puis au bout d'une semaine, j'ai dit, non, c'est pas possible, c'est un moyen de transport. Moi, je suis pas une sportive. Je veux pas faire du sport pour aller à l'école, quoi. Il faut... Comment vous avez tissé des liens, créé du réseau amical en arrivant
en grosse ruralité, à la campagne? Dans un premier temps, on a été très bien accueillis par les natifs d'un certain âge qui habitent autour de chez nous, qui sont vraiment venus nous parler de comment c'est, donc les Vitailles, c'est le petit quartier, comment c'était avant, comment c'est, nous apporter plein de légumes, vraiment adorable, quoi. D'accord. Et puis ensuite, pour rencontrer des gens de notre âge, Jeune. des jeunes de 40 ans, on s'est inscrit à des activités déjà, musique, théâtre, pour rencontrer des gens. Et puis, il y a des tiers-lieux, pas mal. Café Voilà. Asso, tiers-lieu. Ouais, c'est ça. On s'est pas mal investi auprès de la librairie. On a une super librairie, les Oiseaux Livres à Saint-Thirier, qui avait mis en place, il y avait une association à côté de la librairie, les Amis des Oiseaux Livres. Ah oui. Et on a participé à la mise en place de festivals. Il y avait eu un festival sur le vivant. Du coup, en étant bénévole, en fait, dans des associations, des lieux comme ça. C'est la meilleure chose à faire. Et oui, on a rencontré plein de gens comme ça. Donc, vraiment, voilà, par les activités et Ce par serait le ton conseil ? bénévolat. Oui. Oui, parce que c'est là que sont les gens. Et puis après, on rencontre des gens, puis de fil en aiguille. Puis par l'artisanat, c'est vrai qu'on on fait aussi beaucoup de rencontres. Est-ce que tu n'as pas l'impression, parce que moi c'est ma sensation, de connaître encore plus de monde qu'avant. Oui. Oui. Tu vois, je suis en train de me dire, souvent les clichés, les idées reçues que l'on donne à la ruralité, c'est que tu vas être seul, isolé. Alors même si quand tu descends le vélo pour aller à ton cours de musique, c'était l'apocalypse. Mais malgré tout, moi j'ai l'impression de connaître masse de monde, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ce que je me disais, c'est que finalement, en ville, tu as un petit microcosme, et puis tu es tout le temps entouré de gens. Peut-être aussi tu as besoin de ton calme et d'être chez toi. Moi, c'est comme ça que je le ressentais. Oui, ou tu es toujours un peu entouré quand même des mêmes... des mêmes personnes. Oui, les mêmes personnes, la même catégorie socio-professionnelle, l'environnement de travail, tous ces trucs-là. Tu es un peu dans un... Oui. Alors qu'ici, c'est... Là, tu rencontres des gens de tous les âges, de tous les milieux. Oui. Beaucoup de gens aussi qui viennent de s'installer, qui viennent rencontrer du monde. Et il y a tellement d'offres culturelles. Nous, on a quand même vécu à Villeurbanne, qui était très riche culturellement. Beaucoup de manifestations gratuites, artistiques. Et je me suis dit, en arrivant là, ça va être un peu tristoun. Hein. Moi, j'avais un a priori là-dessus, vraiment. On a un centre social formidable avec des spectacles toute l'année qui sont extraordinaires, même l'été. Il y a plein de trucs gratuits en été. Il y a des tiers-lieux partout. Il y a le cinéma. Il y a des festivals, il y a des podcasts. Il y a des podcasts. Et je suis jamais autant sortie que depuis 3 ans et moins cher. Moins cher. Non, mais c'est clair. Je pense que des fois, c'est même plus dur de choisir ou de dire non. Oui. Donc, on peut rassurer en tout cas les hommes et les femmes. Vraiment, on a senti qu'il y avait un élan de vie et de projet, de dynamisme. Donc ça, c'est une chose aussi importante à dire aux femmes qui auraient envie, aux femmes et aux hommes qui veulent changer, mais de voir un peu le tissu associatif, ce qu'il y a en termes, tous les néo-ruraux, etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas ? Oui. Parce que s'il n'y en a pas, ça va être un peu plus compliqué quand même. Oui, c'est ça. Puis il faut se faire confiance, sentir. Ça marche. Des fois, on le sent, on arrive dans un endroit, c'est plombé. Et d'autres endroits, ça circule. Ouais. C'est beau ce que tu dis. À quoi tu ne renoncerais plus en vivant ici, à la campagne ? À quoi je pourrais plus renoncer ? Ouais. Le jardin. C'est... Faire le jardin ou être dans ton jardin, ou les deux ? Les deux. Ça t'apporte quoi ? Tout. Réponse de crotte, merci. Tu veux que je développe ? En 3 mots, s'il te plaît, on n'a plus le temps. D'accord. Non, mais c'est de la beauté à l'état pur. Si tu vas pas bien, si tu as un coup de mou, t'as qu'à écouter n'importe quel truc de yoga, de développement roule-toi personnel. dans ta pelouse toute nue. Oui, alors non, je déteste ça. Je marche pas pieds nus non plus. Non, c'est pas mon kiff. Normalement, c'est dans les clichés. Je fais pas de câlin aux arbres non plus. Putain. Mais par contre, je sors. Il y a les gouttes d'eau, il y a la rosée sur les fleurs. Tu sens une rose, tu entends le chant des oiseaux. T'es happé par... des trucs, un papillon, c'est tout bête, ça coûte rien, et tout de suite, ça me ramène à l'essentiel, quoi. C'est que nous, on est une petite fourmi qui court avec plein de trucs dans la tête, le petit vélo qui tourne, et pendant ce temps-là, la nature, elle est là, elle existe, elle est magnifique, et donc il faut aussi se remettre à sa place, quoi. Je pense que c'est le truc qui me remet à ma place. Ça te ramène, il faut être un peu humble, quoi. Donc tu ne renoncerais plus à la petite fourmi. C'est ça, exactement.
Merci pour cette phrase. Simplicité de vie, ça veut dire quoi pour toi? Bah, c'est ça. C'est en fait se rendre compte que tout est là en fait. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le bonheur, c'est d'aimer ce qu'on a déjà. Et en fait, pour moi, quand tu es proche de la nature, du vivant, et ben c'est vivant. Le vivant, il est là. Et en fait, t'as besoin de rien de plus, quoi. C'est se rendre compte que voilà, t'as la chance d'être en bonne santé, les relations que tu peux avoir avec les gens qui vont t'apporter, et puis avoir des besoins simples, manger de la bonne nourriture, des bons légumes, des bons fruits. Quel plaisir de se mettre à table. Mais tu vois, c'est ça la simplicité pour moi. C'est qu'il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Un bel environnement, des sens comblés en fait, c'est ça je pense. Et puis voilà. Ouais, c'est pas la belle voiture ou la belle montre qui va te rendre heureux. Ouais. Est-ce que tant que tu ne le vis pas, est-ce que tu penses qu'on peut le comprendre? Quand on est justement, qu'on vit en ville et qu'on est dans notre folie là, de vie, de machin, de quête, de réussite, de carrière, de machin. Est-ce que tu penses qu'on peut le comprendre ou le mesurer? Oui, je pense que c'est un état d'esprit et un cheminement. C'est pas un endroit. Moi, j'ai vécu des moments formidables en ville, des moments de grâce même, avec une pluie. Je me rappelle d'une fois un petit pique-nique, j'étais au travail et je mangeais mon petit pique-nique adossé à une église en pierre. Et il y avait la pluie, j'étais sous le porche, il y avait la pluie qui tombait et c'était extraordinaire. Et ça sentait, tu sais, l'odeur. Du pique-nique? Non, l'odeur de la pluie, des vieilles pierres, tu sais, et tu avais l'odeur de l'église, un peu ces vieilles pierres, là, tu sais. Et puis, voilà, un petit brin d'herbe qui pousse dans un trottoir. Non, je pense vraiment que c'est plus un état d'esprit. En fait, il y a un truc qui m'a fait changer de vie aussi. Enfin, tu sais, des fois, il y a des petites choses qui te poussent comme ça, comme un podcast que tu vas écouter, quelqu'un qui va t'inspirer. Et moi, c'était dans un bouquin, justement, j'étais encore à Lyon, et Corinne Sombrin, qui a fait tout un parcours et qui est devenue chamane, qui étudie les neurosciences aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais elle a écrit un bouquin, et en fait, elle se retrouve dans une yourte en Mongolie avec une super chamane. Et elle, c'est un pur produit de la ville, quoi. Elle est parisienne, musicienne, elle faisait des bandes-sons pour des reportages ou des trucs comme ça, elle composait de la musique. Et elle se retrouve là, il fait un froid de canard, elle est dans une yourte, il n'y a rien, ça fait des semaines qu'elle est là. Et en fait, elle voit Anketouya, la dame, qui est sereine, quoi, qui est tranquille. Et elle a tout le temps froid et elle a tout le temps faim. Et elle dit à Anketouya, mais comment tu fais? T'as l'air d'avoir jamais faim, jamais froid, t'as l'air tranquille. Et l'autre, elle lui répond, c'est parce que tu n'es pas dans ta fourchette. Et elle la laisse avec ça. Merci. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est juste vivre l'instant, être dans sa fourchette. D'accord. Moi, ça m'a trop marqué. C'est, en fait, tu es là et tu vis ton moment à fond. Et c'est là le petit pique-nique dans la ville avec l'eau qui tombe, c'est que t'as pas besoin d'être en Inde ou je sais pas où, dans un décor formidable. Juste, Bollywood. Bah ouais, juste tu fais attention à ce que tu manges, tu le savoures, tu regardes les belles choses que tu as autour de toi, et ça peut te procurer de la joie et du contentement et de la zénitude, quoi. Où que tu sois. Tu n'es pas dans ta fourchette. Voilà, faut être dans sa fourchette. Ce sera la conclusion de ce podcast. Pour terminer notre podcast, si tu dois recommander ce podcast à quelqu'un, en une phrase, tu dis quoi? Inspirant. Et aussi qui donne de l'énergie, et je pense que ça donne de l'énergie pour agir, à mon avis. C'est bien. C'est beau, merci. Je te donnerai 100 balles à la fin. Voilà, on va s'arranger. Si elle m'a montré son porte-monnaie comme ça, elle a fait... Ouais, il y a des gestes. La thune pour dire ça. C'est ça. Le choix de vie, il est définitif? Ah bah oui. Ah oui. Ah, là, il n'y a pas de... D'ailleurs, retourner en arrière, c'est pas la vie, quoi. La vie, elle avance. Donc, après, on peut se tromper. Et c'est pas grave. On peut faire des va et des viens, mais moi, non. Les 2 dernières. De quoi t'es la plus heureuse? D'avoir trouvé ma place, je pense. D'être bien là où je suis, bien dans mon travail, bien dans mon environnement, et bien dans ma famille aussi.
chouette transition, si ta famille était autour de cette table, donc je te parle de plusieurs familles, hein. Bon, il y a ta famille ici, proche, après il y a tout aussi tes parents, beaux-parents, je sais pas, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tout ça. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils sont très encourageants. Enfin, je sais pas ce qu'ils pensent exactement, mais je ressens beaucoup de support. Je suis entourée de gens qui sont quand même assez pudiques, qui vont pas forcément dire, mais je le vois et je le sens et, tu le ressens. Et je me sens vraiment portée et encouragée. Donc c'est positif ? Ah oui, c'est très positif. Même mes grands-mères qui se sont dit mince, elles baissent dans l'échelle sociale, tu vois, après avoir fait des études, tu repasses sur un CAP, c'est quelque chose. Mais elles sont fières de moi, je le sais, parce qu'elles voient ce que je fais. Et T'as encore tes grands-mères ? Oui, c'est mes meilleures ambassadrices. Elles ont quel âge, tes grands-mères ? 92 et 90, je pense. D'accord. Ouais. Elles vont écouter le podcast ? Pas si je leur donne pas. Mais tu vas leur donner. Je compte sur toi. Oui. Je te cause plus. D'accord, ok. Elles s'appellent comment ? C'est Mamie Jo et Mamie Kiki. Mamie Kiki, c'est Christiane. Ouais. Et Mamie Jo, c'est Marie Jo. Ok. Donc elles vont écouter. Oui, ça me ferait plaisir. Bon, alors je pense qu'on va terminer du coup avec Mamie Jo et Mamie Kiki. Oui. Merci les mamies. Oui, merci les mamies. Merci les mamies. Et puis, d'ailleurs, je vous conseille un très chouette podcast qui s'appelle Mamie dans les orties. Ah oui, j'adore le titre. Ouais, Mamie dans les orties, avec des mamies, je vous le conseille. Et on termine donc avec tes deux mamies. Salut les mamies. Et écoute, merci Hélène. C'était vraiment très chouette. T'as un mot pour la fin ? Merci, vraiment. Super. Merci Hélène, merci beaucoup. C'est chouette. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, abonnez-vous à la newsletter. Alors, soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!